Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle des contrats. Tous les contrats, vous en signez plein, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous les lisez? Peut-être pas. On en parle justement avec Maxime Ambersin, il est directeur général de DocuSign. On a tous vécu cette petite signature qu'on met à la fin en électronique sans pour autant avoir lu le contrat. On en parle avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat, qu'est-ce qui nous rend heureux au travail? C'est une question intéressante, on en parlera avec Éric Gras, un habitué de notre émission spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed, qui sort une étude inverse, et nous on a fait focus sur le bien-être, mais c'est plutôt une étude qui démontre bien que les salariés ne sont pas très heureux au travail. Et puis on sera accompagné de Frédéric Bézier, PDG de Ace France Luxembourg Maroc, cabinet de chasse de tête et de recrutement pour des dirigeants. On fera le point avec eux sur ce qui nous donne la banane pour venir au travail. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, recrutement record dans les métiers du service de l'automobile. Oui, ça c'est intéressant alors que le marché automobile s'effondre. On en parlera avec Guillaume Faury, il est délégué général de l'ANFA. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avez-vous regardé toujours le contrat qui vous est soumis avant de le signer? Pas sûr. On en parle justement de ce sujet avec vous, Maxime Ambersin. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directeur général de DocuSign France. Tout à fait. C'est créé il y a 20 ans. C'est une technologie extraordinaire qui permet de ne pas imprimer et d'avoir le document, on est d'accord, Oui. sur Internet, et on le signe. On fait sa signature qui est déjà prête ou qu'on signe soi-même. Qu'on signe soi-même. Donc DocuSign, c'est vraiment le leader mondial de la signature électronique. Ça vous permet effectivement de signer vos contrats où qu'ils soient et où que vous soyez. Évidemment, ça gère aussi l'intégralité du cycle de vie d'un contrat, que ce soit sa génération, évidemment sa signature, mais aussi sa gestion dans le temps. Son stockage. Et son stockage, bien sûr. Parce qu'on peut retourner voir son contrat. Sauf que là, vous êtes venu, alors on va parler évidemment des outils que DocuSign génère, parce que ça va nous aider à mieux les lire, ces contrats. Exactement. Ils sont tellement fastidieux, contrat de cinéma, pacte d'associés, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme contrat illisible. Concrètement, vous nous dites que 3 Français sur 4 signent leur contrat sans le regarder? Oui, alors sans regarder la majorité des clauses et en regardant vraiment l'essentiel, dans le meilleur des cas. Oui, tout à fait. Dans le meilleur des cas? Dans le meilleur des cas. Ça veut dire que ça peut conduire à des abus Pas forcément des abus, mais une méconnaissance des engagements qu'on prend. Et quand je dis les Français, c'est également les entreprises. Donc on se retrouve avec des entreprises qui sont très peu conscientes des engagements qu'elles ont pris dans leur base contractuelle. Et donc un des objectifs premiers, quand on est une plateforme de gestion contractuelle, c'est de faire remonter ces engagements à la fois à la personne qui signe et à l'entreprise qui va générer le contrat pour qu'elle sache ce sur quoi elle se soit engagée. Alors moi j'appartiens aux 81%, puisqu'en démarrant cette émission j'évoquais que j'étais très content. Il y a 81% qui affirment que les outils numériques simplifient la conclusion de contrat, les jeunes étant les plus enclins à les adopter. Tout ça est assez logique, sauf que DocuSign monte d'un cran, partant de ce principe que les Français globalement signent parce que c'est trop compliqué. Alors vous avez créé un autre outil. Exactement. Donc nous, on a démarré une plateforme qu'on appelle l'Intelligent Agreement Management, qui va permettre, sur base d'un contrat, d'aller sortir l'intégralité des informations qu'il contient et de pouvoir du coup le plugger sur votre système de gestion et faire en sorte, par exemple, de gérer vos renouvellements ou savoir les clauses qui sont contenues dans votre contrat. Si c'est, je sais pas moi, dites-moi toutes les personnes qui ont une clause de non-mobilité sur tel ou tel pays ou telle région, vous pouvez le remonter nativement dans votre système d'information. Et quand vous signez votre contrat en tant qu'individu, vous pouvez savoir ce à quoi vous vous engagez, particulièrement si c'est un contrat RH. Contrat RH qui est au cœur de notre émission, Voilà. mais je parlais des pactes d'associés, ça veut dire que dans l'outil qui va m'être envoyé par le client ou par l'associé, DocuSign aura intégré cet outil. C'est pas du supplément. C'est pas du supplément. La plateforme, elle gère l'intégralité et elle fonctionne sous forme de différents services que vous pouvez utiliser, parce qu'en fonction de votre cas d'usage, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser tous les services de la plateforme, mais en fonction de votre besoin, vous pourrez activer et récupérer les informations dont vous avez besoin. Donc ça veut dire qu'en un clic ou un prompt, on va prompter. Comment ça va marcher? En un clic, vous allez pouvoir sortir toutes les informations du contrat qui sont relevantes et pertinentes pour vous dans une interface qui va vous permettre derrière de voir si ou non vous avez une action à faire
en fonction de l'information. Je ne sais pas, moi, si un contrat qui arrive à expiration, vous allez tout de suite le savoir. Et donc, l'agent qui construit va vous permettre de remonter tous les contrats qui arrivent à expiration dans les 3 prochains mois. Oui. Comme ça, vous en occupez. Parce que moi, je parle que d'un seul contrat, mais il y a des entreprises qui, évidemment, Des génèrent des milliers de contrats. Je pense au BTP, à la construction, aux avocats, enfin... Oui, et puis toutes dans le domaine RH, toutes les entreprises qui ont des travailleurs temporaires et qu'il faut faire rentrer, faire sortir et savoir l'intégralité des clauses et des engagements qu'on a pris sur eux, c'est très compliqué. Maxime Bersin, avant de nous quitter, l'outil existe. Là aujourd'hui, ceux qui nous regardent ont accès à cette nouvelle fonctionnalité DocuSign. On a 1,7 million de clients à travers le monde qui utilisent la plateforme DocuSign. On a lancé cette nouvelle plateforme il y a plus de 2 ans maintenant. Elle est absolument disponible pour l'intégralité de nos clients en France et en Europe. Avant de nous quitter, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tout passe par le numérique. Il reste combien de pourcentage de documents? Vous savez qu'on voit quand dans les films, on sort ça, on pose le document, puis la personne doit le signer comme à la banque. En papier, honnêtement. C'est la banque? Les prêts bancaires? Même les prêts bancaires, ça commence à être... Pas tous encore. Pas tous encore, mais il y en a un beau nombre qu'on arrive à digitaliser. Honnêtement, je pense qu'on est à moins de 20% des documents qui sont faits 100% en papier aujourd'hui. Mais après, il y a le fait de le signer et il y a le fait de le gérer complètement digitalement et d'avoir un processus qui permet d'optimiser le business. Et là, on en est très, 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 très loin. Voilà, donc ce qu'on entend dans votre outil qui existe déjà, c'est la gestion du document. Ce n'est pas le fait de le signer uniquement, évidemment. Exactement. Le signer, c'est bien. Il y a des millions de solutions qui permettent de le faire. Mais le fait de pouvoir le mettre dans un processus end-to-end, c'est absolument essentiel. Et le plugage sur les outils de gestion, qui est évidemment la clé. Qui est la clé. Merci Maxime Bersin d'être venu nous rendre visite. Avec plaisir. Directeur général de DocuSign France, entreprise américaine à l'origine. C'est une entreprise américaine, mais on a un ancrage très fort en France puisque c'est notre 3e centre de R&D à travers le monde. Donc on a une bonne partie de notre produit sur toute la partie confiance qui est gérée depuis la France. Très bel outil, en tout cas ce DocuSign. Bravo. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, tiens, c'est une question qu'on pourrait poser au RH de DocuSign, puisque j'avais le directeur général. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui rend heureux vos collaborateurs sur leur travail, pour leur travail, sur leur site de travail? C'est une vraie question au moment où c'est vrai qu'il y a quand même un petit coup de blues des salariés touchés par le stress, les enjeux d'insomnie, le désengagement. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Tiens, ça c'est intéressant de faire du positif, de regarder le verre à moitié plein. C'est le cercle RH, c'est le débat et j'accueille mes invités. Le cercle RH, un débat pour cette fois-ci, parler du verre à moitié plein. On parle beaucoup des enjeux de santé mentale, de stress au travail, de difficultés. On va essayer de s'intéresser à ce qui peut nous rendre heureux. Je mets bien ce qui peut nous rendre heureux puisqu'on s'appuie sur une étude Indeed et on va en parler avec mes invités. Éric Gras, merci d'être là et merci de revenir sur notre plateau. C'est un vrai plaisir. Spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. Alors l'étude est un peu inversée puisqu'on voit quand même que le paysage est plutôt sombre et on voit même que les gens qui se déclarent heureux baissent par rapport à l'année précédente. Avec nous, Frédéric Bézier. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Merci Smart pour Job, l'invitation. mais peut-être pas la dernière. PDG de ACE France, Luxembourg et Maroc, qui est une entreprise, alors je ne dis pas de chasseurs de tête, de recrutement, de cadres, de dirigeants de haut niveau maintenant. Et de conseils. On fait du recrutement permanent, travail temporaire, de l'intermédiation avec des freelances, plein de choses. Plein de choses. Plein de choses, et puis on est beaucoup en transformation en ce moment, parce que le monde du recrutement bouge aussi. C'est peut-être un sujet pour l'avenir. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, parce qu'après tout, on parle toujours des sujets de manière un peu décentrée avec nos invités qui ont des postures d'experts. Vous, le matin, quand vous vous levez, vous êtes content d'aller au travail ou vous vous dites, tiens, je préférais plutôt avoir un champ d'oliviers et de ramasser mes olives? C'est d'ailleurs le moment du ramassage. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêchant pas l'autre, Eric, il y a peut-être une théorie sur ce sujet-là, d'ailleurs. Vous heureux ou pas? Absolument heureux. Mais mon bien-être n'est pas juste un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'il y a quand même des matins où j'ai quand même la boule au ventre. Il y a des matins où je suis fatigué. Il y a des matins où je me pose la question. Mais tout ce phénomène-là n'est pas contre mon bien-être, et mon épanouissement. Donc je crois qu'aussi dans la notion de bien-être et le fait d'être heureux, il n'y a pas qu'un long fleuve tranquille. Et c'est une recherche d'équilibre qui est en permanence en déséquilibre. C'est pas un état de béatitude. Absolument pas. C'est un état qui fluctue en permanence. J'y crois pas. Je partage cette idée. Éric, je pose la même question, puisque vous êtes venu beaucoup sur le plateau, et on va parler de votre étude, elle est assez édifiante d'ailleurs. Vous, dans votre relation au travail, vous avez des fonctions importantes chez Indeed.
Content, pas content, heureux? Parce que la notion d'être heureux, c'est un peu le cran supplémentaire. Hein, Oui, c'est ce que j'appelle le baromètre du bide. Si tous les matins, tu as, la crampe au ventre, tu dois faire un effort surhumain pour aller au travail, c'est juste pas normal. Et en effet, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est comme la vie de couple. Hein. Il n'y a aucun couple qui est parfait, donc la vie pro ou la vie perso, c'est la même chose. Si par contre le positif l'emporte sur le négatif et que globalement tu es content, que tu te sens utile, qu'il y a du sens, que tu as de la reconnaissance, etc., ça fonctionne. Et le jour où ça ne fonctionne plus, eh ben, en effet, tu dors mal, donc tu as du mal à te lever, donc tu n'es pas productif, tu peux avoir un accident de travail, etc., etc. Donc c'est dans le bénéfice des deux, et donc ce fameux bien-être au travail, plus que bonheur au travail, j'insiste. Ouais, c'est le cran, là, le bonheur, c'est... Oui, le bonheur se décrète pas. C'est, voilà, à quel moment est-on vraiment dans une phase de bonheur? C'est quand même très subtil. Non, mais là, c'est un équilibre. Et donc, c'est principalement être écouté, considéré, avoir les bonnes conditions de travail. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, hein, le niveau de confiance de l'entreprise, ça c'est 11% dans l'étude, et le sentiment d'appartenance, on va y revenir, c'est l'idée de je suis engagé dans un collectif et on me prend en compte. En revanche, 81%, et on viendra évidemment sur ceux qui déclarent être heureux au travail, enfin, ou dans le bien-être, il y a quand même 81% des personnes interrogées dans l'étude Indeed du 7 octobre 2025 qui indiquent qu'ils attendent autre chose qu'un salaire de leur travail. Ils attendent... D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Du sens? Ils attendent de la reconnaissance? Ils attendent quoi, selon vous? C'est surtout les conditions de travail. On parle beaucoup du sens, mais le sens arrive en 6e, 7e, 8e position. Ça arrive après. Les choses les plus essentielles, c'est avoir les conditions requises pour travailler correctement, quel que soit le niveau de poste. Et d'ailleurs, sur les métiers les plus en tension, où il y a le plus de désaveux aujourd'hui, où on constate, nous, par exemple chez nous, le plus de baisse de candidatures. On peut le dire, les secteurs quoi? De la restauration? Non, secteur de la santé. Santé, aide à la personne, bien sûr. Hôtellerie, restauration. Donc c'est ce que j'évoquais. Vient aussi, bien sûr. Et l'éducation. Et on regarde sur tous ces métiers-là, il y a une augmentation très très forte. Aide à la personne, c'est plus de 300% d'augmentation de jobs, de besoins, avec un vieillissement de la population très très fort. Donc des besoins énormes d'un côté qui augmentent, et de l'autre côté un désaveu croissant sur ces métiers, et principalement, même les infirmières, hein, quand on les interroge, il y a besoin de revaloriser les salaires, mais la première condition qui ressort de très très loin, pareil pour les profs, c'est les conditions de travail. Juste être considéré, travailler dans des conditions où je me sens en sécurité et où je me sens reconnu. Côté ACE, ces sujets-là, parce que finalement ils sont orthogonaux, vous les intégrez d'une manière orthogonale, quand vous accompagnez, quand vous conseillez, qu'est-ce que vous dites à la fois aux entreprises et à ceux que vous allez accompagner dans l'entreprise? En fait, nous, on passe ce point de vue-là sur tous les gens qu'on rencontre, les candidats, les professionnels qui sont en charge d'une évolution professionnelle et qui expriment ces phénomènes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils recherchent au-delà des compétences, de leur expertise, du type d'entreprise, de la localité du poste qu'ils recherchent. Bien entendu, il y a les expressions de toutes les conditions matérielles et psychologiques qui entourent le travail. Tout à fait d'accord avec les conditions de travail. Je crois quelque chose qui supplante un peu tout ça aussi, c'est la culture d'entreprise. Quelle est la culture d'entreprise et dont les conditions matérielles ou immatérielles peuvent faire partie, mais quelle est la culture d'entreprise? Qui on est collectivement? Où est-ce que j'arrive? Où est-ce qu'on arrive? Exactement. Où est-ce que je mets les pieds dans l'entreprise? Et peut-être deux autres choses, c'est le sens. Vous en parliez, Arnaud. Et ça me paraît absolument évident. Quel est le sens de mon travail? Mais quel est le sens de l'entreprise? Quel est le projet, la vision de l'entreprise? Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises sont évidemment des organismes, des organisations dont l'objectif c'est la profitabilité, c'est la productivité, c'est... Plus seulement, mais nécessairement, j'ai envie de dire, sinon on n'est pas une entreprise. C'est vrai. Nécessairement. Donc, mais parfois, cet objectif premier de performance fait en oublier en fait à l'entreprise sa culture, ses conditions matérielles, immatérielles, et peuvent plonger des salariés dans des situations de mal-être malgré elles. Le mal-être qui est quand même très généralisé. Enfin, quand on voit toutes les études, elles se recoupent à peu près toutes. Éric? Oui, on a fait une étude récente d'ailleurs par rapport au contexte économique qui montre qu'il y a en effet un degré d'incertitude très très fort. Et géopolitique aussi peut-être? Et géopolitique, donc en gros il y a 8 recruteurs sur 10 et 8 candidats sur 10 qui sentent que ça a de l'impact sur la vision de l'entreprise, etc. Donc bien sûr le contexte n'est pas favorable à ça. Mais ce que tu disais est très important, ça n'empêche pas l'entreprise de communiquer, d'essayer de rassurer, d'essayer d'avoir un projet, même si l'avenir à court terme est incertain, peut être chamboulé. Si justement tu as une bonne communication et que tu traites bien tes collaborateurs, ça fonctionne. Et ce que font beaucoup d'entreprises, à tort, c'est que dans les périodes d'incertitude, ils arrêtent de communiquer, que le premier objectif, c'est l'objectif renta, et ton bien-être au travail, ça passe après.
Sauf que c'est un Ouais, mauvais la DRH calcul. parle plus en COMEX. Hein. Et oui, Ouais. mais c'est un mauvais calcul. C'est dans ces moments-là où justement il faut travailler le bien-être au travail, considérer tes salariés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour augmenter la productivité et tenir pendant une période de crise. Juste comme dans l'étude, là, la France repère un point, enfin dans l'étude Indeed, Chaque année, ça perd un point. elle perd un point. C'est-à-dire que c'était 2023, donc 27% des salariés étaient épanouis au travail en 23, même sur les mêmes critères, puis 26 en 24, petit à petit ça baisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que là, on s'interroge sur ce qui nous rend heureux. On commence à l'entendre, la reconnaissance, avoir du sens et un sens reconnu. Parce que je peux trouver du sens à mon travail, mais s'il n'est pas reconnu par mon N+1 ou par mon équipe, enfin, vous êtes d'accord, Oui. ça n'a Ouais, pas de sens, c'est le cas de le dire, Ouais. sans faire de jeu de mots. Là, on a des salariés qui disent, mais ils sont minoritaires, Alors, on est heureux, enfin, on se sent bien. Est-ce que ce serait pas mal français? alors, Ouais. c'est ce que j'allais dire, parce qu'on a fait une étude. Quand on fait une étude mondiale. Et se comparer les... Et souvent, on se compare à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est bien pire que nous. Par contre, on a un voisin. Dire que nous, en termes de... Ils sont pas heureux. Ils sont beaucoup moins heureux. Ouais. Donc, il y a 10 points d'écart de mémoire, pas loin de 10 points d'écart. Ça se passe mal Par en contre, ceux Allemagne. qui ont 10 points de plus que nous, c'est les Pays-Bas. Mm. Donc, très intéressant de voir dans un mouchoir de poche, entre guillemets, géographique, autant d'écart. Et 10 points, c'est énorme. Hein. Mais c'est quoi? C'est lié au management? C'est Et lié à la alors, verticalité? C'est lié au management, c'est lié à la culture d'entreprise, exactement ce que tu disais. Et nous, on avait sorti une étude l'année dernière, on en avait parlé ensemble d'ailleurs sur ce plateau, où on avait sorti pour la première fois juste aux États-Unis un index de bien-être au travail qu'on avait corrélé à la capitalisation boursière de ces entreprises, pour montrer qu'il y avait un vrai lien, et sur plusieurs années. Un Et lien positif. Quand on accompagne bien exactement ces collabs, positif. bah ouais. Et donc, on a couplé un certain nombre d'indicateurs qui a montré que les entreprises qui étaient les mieux notées, systématiquement, avaient 20 à 30% de capitalisation boursière supplémentaire, avaient moins de turnover, avaient plus de productivité. Donc, il y a plein de patrons qui ont bien compris quand même que c'était un investissement rentable. Par contre, c'est vrai que les KPI sont... Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est exactement ça. C'est juste un sujet Oui, parce oui. que dans les réunions, parfois, le directeur financier dit attends, on va couper dans la com, le marketing, puis on va arrêter les formations inutiles. Qu'est-ce que vous dites, vous aussi, aux entreprises? Vous leur donnez ce conseil, capitaliser sur l'humain? Parce qu'au même moment, c'est pas le sujet, mais on nous dit que l'IA est en train d'inonder en fait tous les postes de travail, que ça va nous aider, peut-être même nous faire disparaître notre job. Oui, ça vient aussi contrecarrer ça. On mise sur l'humain pour que globalement les salariés aient le sentiment qu'on les prenne en compte? Arnaud, toujours. Par contre, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas investir dans un baby-foot, un toboggan, juste un espace extérieur. Il ne faut pas investir dans l'artifice. Si on peut le faire, c'est chouette. Moi, je suis pour le baby-foot, je suis pour le jeu de fléchettes, Ouais, moi je suis aussi, pour j'aime l'espace bien. extérieur, je suis pour la terrasse. Je suis pour toutes les conditions matérielles qui fait que l'endroit dans lequel il travaille est épanouissant. C'est vrai. Mais ça ne doit pas être une communication qui est centrée là-dessus en disant ça, c'est le bien-être. C'est pas le bien-être. Il y a des gens qui ont un baby-foot, un toboggan et Et qui sont très malheureux. et qui sont très malheureux au travail. Et que cette souffrance, elle est négligée. Donc, aller à la rencontre de ses collaborateurs, comprendre ce qui se passe, garder la communication et avoir toujours un effet de contact de se dire qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise et la comprendre. Et ça à toutes les échelles. Tout le monde doit faire un travail de se dire et quel est aujourd'hui le besoin d'épanouissement des collaborateurs. Impossible de cloisonner, je reprends le terme exact de votre communiqué, impossible de cloisonner, je trouve ça intéressant, l'épanouissement professionnel et le bien-être en général. Donc c'est là où on arrive à un autre sujet, une espèce d'imbrication, j'ai envie de dire, bien au travail et bonheur à la maison, ou bonheur au travail et bien à la maison. On ne peut pas séparer les deux. Ben non, alors déjà, on n'a jamais pu le faire. C'est juste que culturellement, il y a des managers qui ont été élevés comme ça en disant... La phrase type, hein, tu laisses tes problèmes à la maison. Tu laisses ça au vestiaire, Ok, je viens de perdre ma mère, t'as raison, je laisse c'est triste, mes problèmes à la maison, maintenant t'es au boulot. Mais tu reprends la voiture. Non, je suis désolé, ma fille est malade, gravement malade, je peux pas être aussi imperméable. Du coup, oui, les deux sont liés. Et donc, l'impact d'être bien au travail a un impact sur la vie perso et l'impact de la vie perso sur le travail. Donc, c'est les deux qui sont vraiment corrélés, qui sont très importants. Après, en effet, l'entreprise a une responsabilité limitée dans le cadre de son travail. Mais on parle, par exemple, de un sujet qui me tient à cœur, le sujet des aidants. On a 1/5 des actifs en France qui sont en situation d'aidance aujourd'hui, 1/3 dans 10 ans. Si l'entreprise dit juste « je ferme les yeux », elle perd des collaborateurs ou les collaborateurs sont là sans être là. Ou c'est de l'absentéisme dont on parle beaucoup ces derniers temps, parce que les gens s'arrêtent. Voilà, mais l'exemple type, c'est je suis parent, jeune parent, j'ai un enfant malade. Soit il y a de la tolérance et il y a de l'écoute, et parfois c'est possible d'avoir de la souplesse, parfois ça ne l'est pas. Mais juste le fait d'écouter, d'entendre que tu peux avoir des problèmes perso et qu'on essaie de trouver un équilibre, rien que ça,
Ça change la vie. Côté ACE, vous êtes à la tête de cette entreprise. Qu'est-ce que vous disent les salariés? Est-ce que l'étude que propose Indeed correspond à peu près au mot, à la sociologie de ce que vous entendez? J'ai pas envie d'y aller, je suis pas motivé, cette boîte me branche pas, ils sont trop durs, vie pro, vie perso. Est-ce que ça, vous l'entendez? C'est pas ce qui est le plus prégnant dans les entretiens de recrutement qu'on fait. Ce qui est le plus prégnant, je dirais, c'est souvent la recherche de ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand vous faites un entretien de recrutement... C'est l'être humain, ça, monsieur. C'est l'être humain, on est d'accord. Mais souvent, sur le parcours, c'est vous avez quelqu'un qui vient d'une grande entreprise. Et donc, souvent, en fait, il y a une recherche d'aller travailler dans une petite entreprise parce qu'on se dit, OK, je suis taille dans un humaine. groupe, à taille Ouais, humaine, c'est ça, on l'entend. parce que c'est très sclérosant, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de process. Trop de silos. Et donc, j'ai envie d'avoir plus d'espace. Mais ça revient à cette idée de bonheur, parce qu'en vérité, c'est un désir d'avoir une zone d'influence qui est avoir un scope, et avoir de l'autonomie, de l'influence dans son entreprise ou dans son travail, c'est sans doute un élément clé du bonheur. Donc, il n'est pas formulé de cette manière-là, au cours de nos entretiens, mais c'est de l'alignement de dire, voilà, je suis dans une structure soit qui m'offre aucun cadre, et on a tous besoin de cadre, ou je suis dans une structure dans laquelle il y a un cadre qui est très serré et dans lequel j'ai envie de me libérer. Souvent, c'est plutôt ce qui nous exprime, en tout cas dans le cadre d'un entretien. Avant de nous quitter, Eric Gras, l'étude dit aussi qu'il y a des salariés en souffrance. Alors, c'est un enjeu sur la compétitivité, sur la qualité de leur travail, mais il ne faut quand même pas négliger aussi l'enjeu sur le coût social. Parce que ça amène à la dépression, ça amène à des burn-out, ça amène à des arrêts maladie de longue durée. En fait, c'est parfois même, on ne revient plus au travail après. C'est purement un sujet d'actualité, parce qu'on parle du vote du budget de la sécurité PLFSS, sociale. absolument. Et là aussi, c'est en effet un coût pour la société. Là aussi, quand on compare à d'autres pays, on voit justement les différences en termes d'impact, d'absentéisme, d'arrêt de travail et de présentéisme de gens qui sont là. Record en absentéisme et en arrêt de travail. Là. On est dans une période record. Mais jamais autant d'arrêts maladie. C'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir un bon système social qui protège, c'est que c'est aussi une valeur refuge et quand on tire trop sur la corde, vous soulevez le débat de l'autre côté. Et attention de ne pas effondrer le modèle social, c'est ce que vous évoquez, en tirant un peu trop sur la corde. Mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans ce sujet-là, de maintien en emploi et en prévention. Merci de nous avoir éclairé. L'étude est à découvrir sur le site Indeed. Alors, elle n'est pas aussi peut-être joyeuse qu'on a voulu la décrire. L'étude, elle est assez sombre, puisqu'il y a un mal-être au travail, une souffrance au travail, qui est en tout cas décrit dans l'étude Indeed. Mais il y a des clés. Mais il y a des clés avec des leviers de booster, avec le niveau de confiance de l'entreprise, le sentiment d'appartenance, le respect, l'inclusivité, le niveau de motivation qui a dû être dévoilé par Nicolas Juchat, j'en suis sûr, pendant notre émission. Merci à vous, Frédéric Bézier, PDG de ACE France, Luxembourg et Maroc. Merci de nous avoir rendu visite. Arnaud. Vous reviendrez nous voir. Et merci à vous, cher Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. Merci Arnaud. On tourne cette page du cercle RH et on s'intéresse à Fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du secteur de l'automobile, du service de l'automobile, avec des bonnes nouvelles. Tiens, justement, on accueille Guillaume Faury. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, c'est votre présence annuelle, parce que chaque année, vous retravaillez ces chiffres. C'est la date anniversaire. Et c'est vos datas qui sont déployées. On va voir qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Délégué général de l'ANFA, merci d'être là. Avec une étude qui dit quoi? Que malgré des ventes de voitures neuves qui baissent, il y a quand même aujourd'hui un énorme appel d'air de recrutement. Vous recrutez beaucoup dans votre secteur. Alors complètement, je vais juste redire qui on est. Très important. La NFA, c'est l'Association nationale pour la formation automobile. Donc nous, si on devait faire simple, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui, en fait, les compétences qu'on a justement dans les services automobiles, donc les garages, les concessions, on a les compétences qu'il faut pour traiter le client, pour réparer, et qu'on a aussi les compétences pour l'avenir, puisque ça c'est important. Et pour cela, on s'appuie sur un observatoire qu'on a en interne et justement qui produit un certain nombre de publications, dont celle que vous évoquez, qui est sortie à l'automne, très simplement, avec de très bons chiffres, puisqu'en fait, on fait une année record en recrutement, 70 000 recrutements donc en 2024. On a un périmètre qui est de 500 000 actifs, donc c'est assez conséquent. Et il y a une part notable également de l'alternance dans ces recrutements. On voit ça malgré le fait aussi que l'alternance se porte moins bien pour les raisons liées au fait que l'État investit moins.
le secteur se porte bien. Vous avez un petit peu une ventilation qu'on voit un peu les métiers, parce qu'on parle des Oui. métiers techniques, il y a les mécaniciens, Alors, les carrossiers, en il y a fait, aussi les vendeurs, il y a tous les métiers. complètement. Il y a tous les métiers, je vais y revenir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est cette hausse de recrutement qui est de l'ordre de 20%, qui est assez conséquente. Elle est vraiment portée essentiellement par l'activité après-vente. Aujourd'hui, en fait, vous avez un âge moyen du parc qui est en train de dériver gentiment vers les 12 ans. Donc, qui dit un parc qui vieillit, dit réparation assez souvent. On a tous en tête ces 3 semaines, voire des fois 1 mois d'attente qu'on peut avoir. C'est pire qu'un médecin, pratiquement. C'est vrai. Ça vient aussi du fait qu'on a du mal à recruter. Et aujourd'hui, il y a 8000 postes à pourvoir dans l'ensemble de nos réseaux, donc c'est assez important. Et si on devait dire les postes qui étaient les plus demandés, vous avez mécanicien auto. On en a quand même recruté 17 000, justement, Donc, ça en progresse. 2024. Waouh. Et il nous en manque encore. Donc, vous avez, si on devait citer le top 3, vous retrouvez ça. Vous retrouvez les métiers administratifs aussi. On n'y pense pas assez souvent, mais secrétariat de livraison. Ouais. Et également, vous avez aussi la carrosserie peinture, donc des métiers du manuel, où aussi on a des très gros besoins. Et là aussi, vous avez des délais aujourd'hui très importants sur la carrosserie. Donc vous nous dites quand même qu'avec ces bons chiffres, les délais vont se réduire parce que vous avez recruté plus de mécaniciens, plus de carrossiers peintres ou pas? C'est le but. En fait, derrière, ce manque de main-d'œuvre, aujourd'hui, il pénalise aussi le business de nos affaires. Donc aujourd'hui, si on arrive à pourvoir ces postes, on crée de l'emploi déjà d'une part, mais également derrière, on va générer quand même de la satisfaction client. Aujourd'hui, vous avez des délais qui sont quand même trop longs. Avec un argument que vous évoquez sur le plateau et que le grand public voit, moins d'achats de voitures neuves en concession, et donc de fait, l'activité bascule sur du véhicule d'occasion ou du véhicule qu'on emmène plus loin. J'ai envie de dire, c'est pas une aubaine, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les garagistes qui vont recevoir les voitures un peu plus régulièrement. Complètement. Nous, on les voit plus souvent, ça c'est certain. Et j'ai envie de dire aussi, et merci de nous donner la parole d'ailleurs, quand on parle automobile, on entend beaucoup quelque chose qui est un petit peu, qui sonne un peu marasme, en tout cas pas des bonnes nouvelles. Oui, Mais c'est surtout vrai du côté des constructeurs. On entend parler du retard sur l'électrique. Ok, dont acte. Nous, aujourd'hui, dans les services automobiles, on est des services de proximité. Ouais. On est là pour rendre le client heureux, en tout cas, Sur tout le territoire, pour le préciser. Exactement, et qui puisse... on prend soin de sa mobilité, de son véhicule, que ce soit une moto, que ce soit une voiture. Et aujourd'hui, en fait, on est quand même sur des jobs clés qui sont effectivement de proximité et non délocalisables. Et ça, c'est important de le dire. Avant de nous quitter, quand même, comment vous expliquez cet engouement? Parce qu'il y a eu quand même un désamour des métiers manuels, de la mécanique auto, on a les mains dans le cambouis. Il y a quand même cette image-là. Comment vous expliquez que le secteur repart et renaît de ses cendres? J'ai envie de dire, d'une part, il y a tout ce qu'on fait au sein de la NEFA et au niveau de la branche pour justement donner de visibilité. Pour donner de la visibilité, pour faire des campagnes de communication. On va relancer en 2026 une énorme campagne très mass média qui va toucher le grand public. Et puis également, on s'associe à des très grands concours. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur ce plateau, mais les World Skills, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est la compétition, quelque part, les Jeux Olympiques des métiers. Et nous, on a quand même 5 métiers représentés chaque année. Et vous aviez quoi? Mécanicien, carrossier? On a mécanicien, carrossier, on a technicien véhicule électrique, moto également. Et puis, on a également le véhicule industriel. Donc, on a vraiment... on a des champions en la matière. Et c'est un super vecteur de communication vis-à-vis des jeunes. On fait venir des collégiens... Et on s'amuse parce que ici. Et on s'amuse et on est dans quelque chose d'utile. Merci Guillaume Faury. Merci. Voilà enfin des bonnes nouvelles pour parler d'emploi et de recrutement. Ça a bien recruté et j'imagine que vous allez continuer à accélérer pour l'année 2025-26 dont on aura les chiffres en octobre-novembre 2026. Merci Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Merci à vous tous et toutes qui nous accompagnez par vos messages et votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Loïc à la réalisation, merci à Paul au son et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.